Le niveau de recettes fiscales collectées au Togo au premier trimestre 2024 par l'Office togolais des recettes OTR a atteint 207 milliards de francs CFA. Ces résultats révèlent une hausse de 17% par rapport aux 176 milliards de francs CFA collectés durant la même période en 2023. Dans les détails, la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les importations a nettement augmenté, atteignant 43 milliards de francs CFA, soit plus du double sur la même période de l'année dernière. Concernant la TVA sur les marchandises consommées localement et la TAF, taxe sur les activités financières, elles ont généré 35 milliards de francs CFA. Selon les chiffres dérivés des tableaux des opérations financières de l'État, du ministère de l'économie et des finances, il ressort que les droits de douane se sont élevés à 35 milliards de francs CFA. Quant à l'impôt sur les sociétés IS, il a rapporté 30 milliards de francs CFA. Rappelons que l'OTR devra collecter un peu plus de 1000 milliards de francs CFA cette année 2024, dont 895 milliards de francs CFA de recettes fiscales liquides. Aussi, les mesures de contrôle et de lutte contre la fraude et l'évasion seront également renforcées. Par ailleurs, tout comme dans tous les pays du monde, les recettes fiscales au Togo représentent la majeure partie du budget national de l'État. Ces recettes aident l'État à mettre en œuvre sa politique de développement et du bien-être social. Harmoniser les offres de formation universitaire au Togo, tel est l'objectif que s'est fixé le pays. Ce processus d'harmonisation, amorcé en 2023, concerne principalement les parcours de licence dans les établissements privés. Toujours dans cette optique, et avec pour objectif de rendre officiels tous les curricula et d'assurer une meilleure qualité des formations, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Togo a lancé un ultimatum aux établissements privés d'enseignement supérieur, les sommant de régulariser leurs nouvelles filières d'ici le 19 juillet 2024. Cette décision fait suite à la découverte que plusieurs établissements avaient ouvert de nouvelles filières sans l'accréditation nécessaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Majesté Iouateba, a souligné les risques auxquels sont exposés les étudiants, notamment en termes de fiabilité des formations dispensées. Cette situation préjudiciable aux apprenants pose le problème de fiabilité des formations délivrées dans ces établissements privés, a-t-il déclaré. Pour régulariser ces filières, les établissements doivent soumettre leurs demandes accompagnées du paiement des frais requis, justifiés par une quittance du Trésor public. Professeur Ouateba a également rappelé l'obligation pour tous les établissements de solliciter une autorisation préalable du ministère avant d'ouvrir toute nouvelle filière. Les contrevenants à ce nouveau rappel à l'ordre se verront refuser toute régulation après coup. Cette régularisation permettrait de maintenir les standards élevés dans l'éducation supérieure togolaise, garantissant ainsi un avenir prometteur pour les étudiants. 70 milliards de francs CFA, c'est ce qu'a déboursé le Trésor public togolais pour tout le personnel qui émarge sur le budget général. Le montant représente les dépenses du personnel au cours de ce premier trimestre de l'année 2024. Ces dépenses comprennent les émoluments, les indemnités, les primes, les prestations familiales, les cotisations patronales et toutes les dépenses liées au décaissement du personnel qui émarge sur le budget général. Dans les détails, au mois de janvier 2024, les dépenses du personnel ont été évaluées à 21,42 milliards de francs CFA. Ces dépenses sont passées à 22,92 milliards au mois de février pour finalement atteindre 25,82 milliards au mois de mars. Par rapport à l'année 2023, les dépenses du personnel ont été augmentées de 4,5 milliards puisque les dépenses de 2023 s'établissaient à 65,5 milliards sur la même période. Selon le Trésor public, cette augmentation s'explique par une hausse de l'effectif du personnel de la fonction publique durant le premier trimestre. L'État a procédé au recrutement dans divers secteurs, sans oublier le déploiement sur le terrain de la nouvelle promotion du programme présidentiel d'excellence. Selon la loi de finances, 321 milliards de francs CFA sont prévus pour les dépenses du personnel. Dans ce camion, un centre d'inscription pour obtenir une carte très spéciale.
celle permettant de bénéficier du programme de couverture maladie universelle de la Côte d'Ivoire et être remboursé à hauteur de 70% pour des soins. Un système rare en Afrique de l'Ouest, mais qui peine à convaincre. Certains Ivoiriens déjà détenteurs d'une carte profitent de cette opération pour exprimer leur mécontentement. Je ne suis pas content de la carte. Puisque la carte, il y a beaucoup de pharmacies que vraiment où on passe avec la carte, ça ne passe pas. Donc on voulait savoir où sont les pharmacies que quand on arrive, on peut utiliser la carte directement. Quand on va aussi à l'hôpital avec la carte, on dit ça passe pas. Donc on ne sait pas la carte nous sert à quoi. De nombreux autres Ivoiriens jugent ce système inefficace, comme Bruno Anissan qui a voulu soigner son fils du paludisme. Nous sommes allés là-bas, quand j'ai présenté le bon au pharmacien, le pharmacien m'a dit que non, c'est uniquement que pour les fonctionnaires qui passent, que pour nous les particuliers, que ça ne passait pas. Et de là-bas jusqu'à mon quartier, à la sécurité ici, j'ai fait tout le tour des pharmacies et ça ne passe pas. Je suis arrivé à la pharmacie Wakoubé et mon ordonnance et je suis venu soigner mon fils. Malgré ces difficultés, le gouvernement se montre satisfait de cette couverture qu'il assure vouloir faire évoluer. Nous sommes en train d'envisager la possibilité donc, de rendre cette carte utilisable dans les établissements privés. Et à terme, c'est une plateforme unique de couverture sanitaire que nous allons avoir dans notre pays. Que vous soyez assureur privé, vous allez donc être sur la même plateforme que la couverture maladie universelle, qui va être l'assurance de base, et les autres assurances ne viendront être que des complémentaires d'assurance, comme dans les grands pays que nous connaissons. Depuis 2019, seulement 13 millions de personnes, soit 40% de la population, ont été enregistrées dans ce programme de couverture maladie universelle. Le Parlement sierra-léonais a adopté samedi une loi interdisant le mariage d'enfants. Le pays d'Afrique de l'Ouest comptait en 2017 800 000 filles mariées, dont 400 000 avant l'âge de 15 ans selon l'UNICEF. L'organisation de l'ONU précise par ailleurs qu'en Sierra Leone, un tiers de filles sont mariées avant de souffler leur 18e bougie. Ces unions précoces sont à l'origine du décrochage scolaire, des grossesses prématurées, bref, de la privation de l'enfance et de facto de l'avenir pour les filles. Mais ça, c'était avant. Désormais, les auteurs de ces unions s'exposent à des peines d'au moins 15 ans de prison et une amende d'environ $2000. La nouvelle loi doit encore être promulguée par le président sierra-léonais, Julius Maada Bio. La Cour pénale internationale a levé vendredi les scellés sur le mandat d'arrêt visant Liada Gali, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis à Tombouctou entre 2012 et 2013. C'est en 2017 que la CPI avait émis sous scellé le mandat d'arrêt contre cet homme, présenté comme le dirigeant d'Ansardine, le groupe extrémiste lié à Al-Qaïda qui détenait le pouvoir dans le nord du Mali à l'époque. C'est lui qui est aussi connu sous le nom d'Abou Fad, fait notamment l'objet des accusations de viol, d'esclavage sexuel et de persécution des femmes et des filles pour des motifs liés au genre. Selon l'accusation, l'islamiste serait aussi derrière l'attaque contre une base militaire qui avait coûté la vie à 40 soldats maliens, des hommes qui ne participaient pourtant pas aux hostilités. Pour le bureau du procureur de la CPI, la levée des scellés sur le mandat d'arrêt contre Liada Gali reflète, je cite, les efforts continus du bureau pour rendre justice à ceux qui, au Mali, ont été victimes des crimes commis depuis 2012. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres.
Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. La campagne électorale pour les scrutins présidentiels et parlementaires du 15 juillet au Rwanda a débuté ce samedi. Les 9 millions de Rwandais inscrits sur les listes ont 3 semaines pour faire leur choix entre les 3 candidats en lice pour le siège de chef d'État. Parmi eux, le président sortant, Paul Kagame, à la tête du Front patriotique rwandais et au pouvoir depuis plus de 23 ans. Sa réélection pour un 4e mandat est attendue. Il fait cependant face à 2 candidats, celui du Parti démocratique vert, Frank Habineza, et l'indépendant Philippe Mpayimana. Paul Kagame a mis fin au génocide des Tutsis en juillet 1994. Il a été élu par le Parlement pour remplacer le pasteur Bizimungu en 2000. Il a remporté ensuite les élections au suffrage universel de 2003, 2010 et 2017 avec plus de 90% des voix. Une révision constitutionnelle de 2015 prévoit que les élections présidentielles et législatives soient couplées. C'est la première fois cette année. Plus de 500 candidats briguent les 80 sièges de députés. 56 seront directement élus par les électeurs au scrutin proportionnel de liste. Les 27 autres sont réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées.